Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la pleine lune qui arrive le 23 mai à 17h53 ici à La Réunion, 15h53 en France métropolitaine et en Europe. Et je change complètement ma version et ma manière de faire parce que désormais j'ai envie de vous partager une nouvelle vision qui est liée à l'astrologie lunaire parce que il existe une astrologie appelée lunaire qui est extrêmement peu pratiquée, très peu connue et qui, je trouve, est un point de vue très intéressant. Du coup, je ne vais pas du tout vous faire les mêmes topos que ce que j'ai pu vous faire jusqu'à présent, que ceux que vous allez entendre également certainement parmi mes différents confrères astrologues, parce que j'ai justement envie de changer la vision des choses et le discours. Alors, une petite présentation au préalable sur ce qu'est l'astrologie lunaire. On a par principe, en fait, dans l'astrologie classique, et que je vous ai présenté jusqu'à présent, que je continue bien évidemment à faire, la représentation en fait est toujours basée souvent sur la prépondérance du soleil, puisqu'on parle de notre signe solaire, de notre ascendant, et après on parle également de où est placée notre lune, un peu comme si c'était un axe secondaire, la lune. Et c'est malheureusement pas le cas du tout. Et c'est dans la tradition, et quand je parle de tradition, là je parle de temps anciens, puisque on est au moins 2500 ans avant Jésus-Christ, donc vous voyez, on est à 5000 ans par rapport à peu près, en tout cas 4500 ans par rapport à aujourd'hui, qui tenait tout autant compte de l'aspect de la Lune que de l'aspect du Soleil. Donc je vous fais une petite présentation rapide avant d'y venir, parce que dans cette tradition, les luminaires étaient autant considérés comme deux approches à la fois complémentaires. Pour reprendre des choses que vous allez connaître, le soleil, c'est ce qui se montre et ce qui se voit, donc ce qui est à l'extérieur. Et l'approche lunaire était vue comme quelque chose de plus intimiste, de plus caché, de plus ésotérique, ce qui n'est pas le cas du soleil, puisque le soleil est exotérique, donc c'est à l'extérieur. Et donc, les visions astrologiques qui étaient faites et étudiées sur les deux plans, autant sur l'aspect solaire que l'aspect lunaire, avaient tout autant de valeur. Et aujourd'hui, je dirais malheureusement, dans la vision astrologique actuelle, l'aspect de la Lune est mineur par rapport à l'aspect du Soleil. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est intéressant de revenir à cette astrologie lunaire qui est méconnue et mal connue, voire inconnue pour la plupart des gens. Qui donne des précisions extrêmement précises et intéressantes, parce que quand on me dit par exemple j'ai ma lune en taureau, etc., il faut savoir qu'en fait le cadran habituel des 12 constellations est divisé en 28 parts. Donc on se retrouve à la fois avec des demeures et à la fois avec des maisons lunaires. Donc il y a des demeures lunaires et des maisons lunaires. Et selon où tombe votre naissance dans le thème natal, vous pouvez être certes né avec une lune en taureau, mais votre lune en taureau, elle peut être dans une demeure et une maison très différentes, qui ont des implications très différentes. Et ça ne veut pas dire du coup que parce que vous êtes enfin cette lune tombe dans la constellation du taureau, qu'elle a la même symbolique selon le nombre de degrés où elle se situe. Et c'est parfois même très différent selon si elle est au début de ce signe ou à la fin. Et c'est en ça que je trouve ça très pertinent, puisque ça donne vraiment des informations complémentaires bien plus poussées, bien plus intéressantes à savoir et à connaître sur soi-même. Encore une fois, on peut aller sur plein de choses en astrologie, mais cette astrologie-là, pour moi, elle est vraiment tout autant pertinente que l'étude du signe solaire. Et on n'arrête pas de dire, voilà, je suis bélier, je suis taureau, je suis je ne sais quoi. Un peu comme si c'était une définition, on s'aperçoit que le signe lunaire est tout autant important, et notamment la demeure et la maison où votre lune se situe. Et bien évidemment, après, avec les transits, ce qui peut influer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir aussi avec l'astrologie lunaire. Et c'est aussi pour ça que je souhaite désormais redonner
sa valeur à cette astrologie-là et donc faire désormais mes topos astrologiques en lien avec la Lune, forcément sur l'astrologie lunaire. Ça me semble tout à fait logique. Donc encore une fois, ne soyez pas étonnés que mes interventions, que mes vidéos ne soient plus en correspondance exacte avec ce que vous entendez, puisque je ne parlerai pas des mêmes choses. Voilà, tout simplement. Donc, cette pleine lune qui arrive dans 3 jours, elle va arriver dans la maison, dans la demeure, puisque, comme je vous le disais, il y a des maisons et des demeures, donc je vais vous expliquer les deux. Elle arrive dans la demeure 19. Et cette demeure, elle est une demeure qui est un petit peu complexe puisque il est préconisé quand la lune arrive dans cette demeure à la fois de ne rien démarrer, c'est-à-dire si vous avez un nouveau projet, attendez quelques jours parce que les demeures changent très vite puisque une lune fait à peu près 2 jours et demi dans chaque signe, donc vous voyez que ça peut arriver très vite, mais en tout cas il est préconisé qu'à cette date-là, il vaut mieux ne pas démarrer un projet, ne pas lancer quelque chose dans votre vie parce que ça pourrait mal aboutir ou ne pas aboutir tout simplement. Cette demeure est également réputée comme étant funeste dans le sens qu'il peut arriver parfois des choses qui ne sont pas forcément agréables. Il peut arriver des moments de désordre, des moments complexes. Donc ça peut être un moment en tout cas où il faut être vigilant et c'est son nom ou sa réputation est renommé en tout cas comme le dard du Scorpion puisque on arrive on est au passage entre le Sagittaire et le Scorpion. Et que justement vous êtes sur la fin du Scorpion et ce dard du Scorpion explique en fait tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à la position de la Lune à cet endroit précis. Il faut savoir que en conjonction de cette pleine Lune, il va y avoir Pallas qui elle est en Scorpion. Donc bien sûr je parle des constellations puisque c'est logique. La Lune suit, juste pour information, évidemment toute la constellation et les constellations du zodiaque parce que tout simplement, il y a toujours une planète dont on ne parle pas en astrologie, qui est la Terre. Et c'est logique puisque nous sommes sur la Terre et donc évidemment la Terre n'est pas citée puisqu'on se base du point de vue de la Terre pour la vision des planètes, mais néanmoins elle existe. Et donc la Lune est un satellite de la Terre, donc évidemment, et c'est important de remettre aussi cette notion-là, que la Terre est présente en fait dans l'ensemble des planètes, puisqu'on n'en parle pas, mais elle est bien présente, et que donc la Lune représente d'une certaine manière la Terre, parce qu'elle est son satellite, mais néanmoins, en fait, c'est pas une réalité. Cette notion-là, elle est importante aussi de comprendre ça. C'est-à-dire que il y a la Terre, le côté extérieur, donc exotérique, c'est l'aspect du Soleil, le côté ésotérique et intérieur, c'est la Lune. Donc, la Terre, quelque part, c'est un peu comme si c'était nous, et que soit on regarde ce qui se passe en extérieur autour de nous, soit on regarde ce qui se passe à l'intérieur, et là c'est ce qui se passe au niveau lunaire et intérieur. Donc c'est pour ça que cette approche, elle est hyper intéressante et hyper, à mon sens, évolutive, et elle permet vraiment de saisir des choses plus pertinentes, en tout cas, sur notre manière de pouvoir aussi nous développer intérieurement. Et donc, pour revenir à cette histoire de dard du Scorpion, on est dans cette transition, voilà, d'un signe lié au Scorpion, donc à la mort, à la transformation, et c'est aussi pour ça que cette maison porte ses attributs, c'est ce que je viens de vous donner, de ne pas démarrer des choses à ce moment-là et d'être dans un moment de transition avec ensuite le Sagittaire qui va être plus positif ensuite derrière pour mettre en œuvre des choses. Mais comme on n'y est pas encore au niveau des demeures, eh bien on est toujours dans une énergie Scorpion et donc une énergie qui demande cette notion de transformation. Et Pallas Athéna, donc je disais, étant en conjonction avec cette lune, Pallas Athéna est rétrograde à ce moment-là et elle se situe en Scorpion. Donc, elle fait écho à ce que je viens de vous dire et surtout, elle amplifie aussi
cette notion, puisque Pallas, c'est la guerrière, c'est une femme en tout cas qui fait front, qui peut se battre pour ce qu'elle veut et ce qu'elle souhaite. Mais comme elle est rétrograde, là, elle se bat en intérieur sur des choses qui sont peut-être encore à modifier, peut-être des choses à comprendre, à intégrer, à digérer. Tout ça, ça fait face évidemment au soleil en face, hein, puisque le soleil est lui en train au moment de cette pleine lune, sera au tout début du Gémeaux. Conjoint d'ailleurs à Jupiter et Vénus à ce moment-là, de mémoire. Je n'aborderai pas nécessairement cela, mais il faut bien comprendre que les équilibres se manifestent justement aussi en lien, et c'est intéressant de voir que on a cette conjonction Vénus-Jupiter-Soleil aussi, parce que là, ça fait écho, alors maintenant, à la maison. Alors la maison, elle sera toujours la même en fonction des pleines lunes ou des nouvelles lunes, parce que les maisons, selon la tradition, il y en a 28, comme les demeures d'ailleurs. Pourquoi 28? Tout simplement parce que il faut 14 jours pour arriver de la nouvelle lune à la pleine lune, et 14 jours pour revenir de la pleine lune vers la nouvelle lune. Donc ça nous fait un cycle de 28 jours. Alors vous allez me dire, si vous regardez sur internet ou des choses comme ça, mais non, le cycle de la pleine lune, c'est 29 jours et demi. En fait, il y a 2 cycles de la pleine lune, et je vais à nouveau revenir sur cette notion de la Terre ou du Soleil. Pour que la lune fasse une révolution complète, c'est-à-dire le tour complet de la Terre, il lui faut 27 jours et demi ou quelque chose comme ça, ce qui est considéré comme étant 28 jours. Donc là, c'est le temps qu'il lui faut pour faire le tour de la Terre. Par contre, comme la Terre tourne elle-même autour du Soleil, pour que la Lune se retrouve exactement à la position exacte par rapport au Soleil, il lui faut 29 jours et demi. Donc la vraie révolution, c'est celle qui est autour de la Terre, puisque il est considéré que c'est la révolution en lien avec la planète à laquelle elle est, dont elle est le satellite, pardon, qui est en place, et donc c'est les 28 jours qui sont choisis. Et je vous disais qu'on parle d'une astrologie qui est extrêmement ancienne, puisque elle fait aussi référence à des mythes. Et donc, il y en a un qui est très intéressant et important, c'est le mythe d'Osiris, qui a été... si je vais peut-être le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie égyptienne, mais il y a ce qu'on appelle une triade, c'est-à-dire Osiris et Isis qui ont donné Horus. On est un peu sur l'idée de Dieu, de la Vierge et du Christ, hein. Il y a une sorte de trilogie comme ça. Et ça vient pour la plupart en tout cas des Égyptiens. Donc cette triade Osiris, Isis, Horus, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant, a marqué les esprits, parce que Osiris était donc un dieu qui s'est marié avec sa sœur. Bon, ça chez les Égyptiens, c'est assez courant. Et Osiris a été démantelé par son frère Seth, qui a coupé son frère en morceaux. Alors on dit par jalousie, pour certains dans la mythologie, il est dit qu'en fait Osiris voulait ou avait fait des avances à la femme de Seth et qu'il ne l'a pas supporté. Enfin bon, ça, je vous invite à vous renseigner sur cette histoire mythologique justement très intéressante. Mais toujours est-il que Osiris a été découpé par son frère en plusieurs morceaux, qu'il a disséminés partout, et ensuite il les a répartis partout dans le monde, et c'est Isis qui est allée les rechercher à différents endroits. Et en fait, par rapport à l'astrologie lunaire, il est donc dit que la phase, et c'est intéressant de voir que elle se passe dans ce sens-là, la phase de découpe, c'est la phase de la pleine lune
à la nouvelle lune, c'est-à-dire quand Osiris est complet et qu'il est divisé en morceaux, alors on est en lune descendante, c'est-à-dire donc de la phase de la pleine lune à la phase de la nouvelle lune. Donc quand il est découpé complètement, il est mort, donc on est en nouvelle lune. Et la phase de reconstitution, puisque finalement donc Isis va chercher partout les morceaux d'Osiris. Et elle va donc les retrouver quasiment tous, sauf à la fois son phallus et son œil qui seront reconstitués. Et l'œil, en fait, l'œil d'Horus, le fils d'Osiris, puisque Horus va transmettre son œil pour que son père puisse avoir à nouveau la vue. Il s'agit donc du fameux Udjat, le fameux œil protecteur en Égypte. Et cet Udjat est matérialisé par la pleine lune. Et donc, ces 14 sections et jours nécessaires pour que Isis reconstitue en fait Osiris, l'accomplissement arrive par le 15e jour, puisqu'en fait, on se retrouve dans la 15e maison, au 15e maison lunaire, au moment où c'est la pleine lune. C'est le moment où, justement, l'Udjat complète l'ensemble. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on a la triade complète, qui est que Osiris est complet grâce à Isis, donc on a le père et la mère, et évidemment par l'œil du fils, Horus. Et cette triade, en fait, représente une sorte de tout et de complétude. Donc, on voit qu'en fait, on revient quelque part à une notion de complet, mais chez les Égyptiens, on parle de ce qui est complet pour aller vers ce qui est détruit, donc la nouvelle lune, et on revient ensuite, on reconstruit pour l'aspect de la pleine lune. Et c'est donc des demeures qui ne seront pas des maisons, pardon, décidément, il faut que je m'adapte aux deux. Donc les maisons ne sont pas modifiées puisqu'évidemment c'est toujours la même phase. Et donc cette 15e maison restera toujours la même, mais c'est celle à la fois de ce qui est complet et de ce qui est reconstitué. Et en même temps de ce qui se voit totalement aussi. Donc c'est intéressant en tout cas de savoir tout cela parce que la vision égyptienne de la pleine lune, c'est le retour quelque part de la complétude de la triade et de la triade qui en fait est l'alliance du masculin, du féminin et de leurs fruits aux deux, c'est-à-dire ce tout aussi. Donc c'est vraiment, alors je pourrais développer énormément parce que j'adore la mythologie, j'adore l'Égypte. Mais ce qui est intéressant, et je vous en parlerai du coup pour la nouvelle lune, c'est à quoi correspond aussi la nouvelle lune. On en parlera à ce moment-là dans 15 jours pour compléter cela. J'en reparlerai plus ensuite par rapport en tout cas aux maisons, parce que les maisons, comme je viens de vous le dire, auront souvent la même symbolique. Je pourrais éventuellement y ramener des choses en complément, mais toujours est-il que les maisons ne bougeront pas. Par contre, les demeures, oui, puisqu'en fait, les demeures, elles sont toujours en lien avec les degrés du signe dans lequel la lune apparaît, et forcément, il y en a 28, donc ce sera à chaque fois différent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez maintenant de cette nouvelle vision des lunes que je vais vous présenter. J'ai envie vraiment de vous partager cette vision de l'astrologie lunaire qui, encore une fois, est beaucoup plus intérieure, beaucoup plus explicite, beaucoup plus, enfin explicite non, bien sûr que l'astrologie classique est très explicite aussi, mais en tout cas donne des compléments très intéressants et surtout complémentaires à l'astrologie dite classique et principalement solaire. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente pleine lune à venir et je vous dis à bientôt.